Nous allons commencer. Nous avons 47 participants, je pense, qui nous ont rejoints. Bonjour, bonsoir, quel que soit l'endroit d'où vous nous rejoignez. Mon nom est Karen Bett, je suis responsable au sein du Partenariat mondial pour les données sur le développement durable. Je serai modératrice aujourd'hui. Nous bénéficions de l'interprétation simultanée aujourd'hui en français, en anglais et en espagnol. Si vous allez sur l'interface Kudo, en bas à gauche, vous avez un bouton qui indique Floor. Si vous cliquez sur ce bouton, vous pouvez choisir la langue, l'anglais, le français, l'espagnol. L'anglais étant pour l'instant la langue de l'orateur, le floor. Cette session sera enregistrée et nous vous remettrons l'enregistrement par après. Si vous avez des questions durant le webinaire, n'hésitez pas à utiliser l'onglet Messagerie sur la plateforme Kudo. En haut à droite, deuxième bouton, deuxième onglet, Messagerie. Donc, vous écrivez votre question dans cette messagerie et nous y répondrons. À la fin de ce webinaire, il y a également un sondage qui sera proposé afin d'avoir votre avis sur un certain nombre de questions. Cette session va durer 1h30. Nous allons donc nous arrêter en fonction de l'endroit où vous habitez à 14h30. Je vous l'ai dit, nous attendons encore un certain nombre de participants. Avant vraiment d'entrer dans les détails de ce webinaire, sachez qu'il est là pour mettre en avant les efforts déployés par la Corée du Sud, l'Argentine, le Chili, la Namibie, la Tunisie, qui ont fait vraiment des efforts pour améliorer l'enregistrement des données de l'état civil. Nous allons donner la parole à 2 pays aujourd'hui, la Namibie et la Tunisie. Ce webinaire sera divisé en 2 parties. Le premier webinaire aujourd'hui, le deuxième le 22 septembre. Lors de ce deuxième webinaire, nous mettrons l'accent sur le rôle joué par les systèmes d'enregistrement à l'état civil et de données statistiques vitales et le rôle que ces données peuvent jouer en période de pandémie telle que nous la connaissons. Nous avons 4 membres du panel. Annette, d'abord, qui est une consultante indépendante. Et puis, nous avons Tulimeke et Fourat pour la Namibie et la Tunisie. Sachez aussi que ces études de cas ont été publiées, sont toutes disponibles sur le site web du Centre d'excellence et tous les liens seront d'ailleurs partagés dans la messagerie d'ici peu. Nous allons commencer par quelques remarques introductives. Ensuite, je donnerai la parole à Mia Fourat. Puis, il y aura présentation de tous les métiers également. Ensuite, questions et conclusions. Annette, vous avez la parole pour l'introduction. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci d'être là, d'être présents, d'être à nos côtés aujourd'hui. Hier, nous avions déjà 200 personnes qui étaient enregistrées. Mon nom est Annette Forsingdal. Je suis spécialiste au sein du Centre d'excellence pour les données ESSEC, qui est hébergé par le Centre de recherche pour le développement international et Affaires mondiales Canada. Au nom de ce centre d'excellence, au nom du Partenariat mondial pour les données sur le développement durable, c'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir à ce premier webinaire d'une série de 2 webinaires qui va se concentrer sur un recueil que nous venons de publier intitulé « Le lien entre l'enregistrement à l'état civil et les systèmes de protection sociale » avec 5 expériences nationales. Alors, au mois de février 2018, nous avions organisé un atelier lors duquel nous avions demandé à nos participants d'identifier certaines lacunes en matière de données. Et une
d'entre elles, une de ces lacunes, eh bien, c'est le manque de bonnes pratiques qui peut augmenter cet enregistrement à l'état civil et qui peut, mener à une inclusion, économique et sociale grâce à une identité, juridique. Le but de cette publication, justement, c'est de mettre en avant les pratiques innovantes déployées par 5 pays, des pays très différents en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud. Toutes doivent promouvoir un développement inclusif qui repose sur un système d'enregistrement des données de l'état civil qui fonctionne bien. Nous espérons que ces études de cas vous aideront, qu'elles apporteront des orientations aux décideurs politiques, aux professionnels du secteur, afin d'améliorer l'enregistrement à l'état civil, mais aussi afin de mettre en place des actions communes. Le lien entre l'enregistrement à l'état civil et les systèmes de protection sociale est double, c'est-à-dire que les deux systèmes doivent se parler, se comprendre mutuellement. Il y a bien sûr l'identité, heu et cette identité, bien sûr, doit être fixée, doit être sécurisée pour avoir accès à la protection sociale et en même temps, les systèmes de protection sociale doivent permettre aux individus, d'enregistrer leurs événements vitaux. Alors, pour les gouvernements, il est important de renforcer ces systèmes, d'avoir plus de documents afin d'être plus efficace, de lutter contre la corruption et d'être plus efficace, plus efficient dans la fourniture de services sociaux. Donc ces 2 notions sont indispensables. L'enregistrement à l'état civil et les systèmes de protection sociale avancent main dans la main pour atteindre les objectifs de développement durable. Alors, Karen l'a déjà dit, ce sujet est évidemment essentiel maintenant que nous sommes en pleine pandémie. Au 1er mai 2020, 159 pays sur 195 dans le monde avaient mis en place des programmes d'assistance sociale, des programmes d'aide afin de réagir aux effets de la pandémie. Et beaucoup de ces pays n'avaient pas toujours en place des systèmes d'enregistrement, à l'état civil. J'espère que nous allons pouvoir mieux vous montrer le lien qui existe entre ces 2 systèmes, entre l'enregistrement à l'état civil et les systèmes de protection sociale. Parce que ces 2 dimensions doivent être, encouragées, renforcées de façon parallèle. Voilà, sur ces mots, je vais vous laisser. Je vous souhaite un excellent webinaire et je rends la parole à Karen. Merci beaucoup pour ces remarques. Nous allons passer aux présentations. Mia d'abord et Fourat, peut aussi faire une demande pour nous rejoindre à l'écran. Donc voilà, Mia, vous avez la parole. Colline va présenter vos transparents. Bonjour à tous, c'est un grand plaisir d'être à vos côtés à partir de Washington. D'abord, quelques mots sur mon rôle. J'ai coordonné cette étude au nom du Centre d'excellence pour les systèmes ESSEC. J'ai eu l'occasion de travailler avec les différents auteurs et très, très rapidement, je voudrais faire une petite, introduction en mettant en avant, les éléments qui ont fait l'objet de notre étude et surtout l'importance de mettre en rapport, ces 2 notions, enregistrement à l'état civil et système de protection sociale. Il est évident qu'en matière d'enregistrement des, naissances notamment, ceci est la première étape vers une identité, juridique et l'accès aux services pour tous. L'enregistrement à l'état civil est essentiel pour, les naissances, les mariages, les divorces, tous ces événements de la vie, tous ces événements qui font partie de la vie. C'est aussi
l'enregistrement de toutes ces informations biographiques qui doit être géré dans un registre de l'état civil. Alors, on peut aussi retrouver des outils liés à la gouvernance, comme la démographie qui est particulièrement importante aujourd'hui en période de pandémie. Les systèmes de protection sociale sont des programmes mis en place pour réduire la pauvreté et la vulnérabilité en encourageant un marché de l'emploi efficace, en réduisant l'exposition aux risques et par conséquent, en augmentant sa capacité de réagir à des risques économiques comme le handicap, la maladie, le grand âge ou le chômage. Selon Albert Schweitzer, il ne suffit pas tout simplement d'exister. Dans le passé, il n'était pas toujours nécessaire de prouver son identité pour fonctionner pleinement au sein de la société. Mais tout au long de l'histoire, les différentes autorités ont reconnu l'importance d'enregistrer les informations par rapport à leur atout essentiel, à savoir la population, que ce soit dans un but de collecte de taxes, ou que ce soit pour assurer une bonne réserve de travailleurs. Tout dépendait évidemment des circonstances. L'identité est une question d'appartenance et d'avoir accès aux avantages et aussi aux obligations de la société. La façon dont un pays gère son registre est très souvent établie dans la Constitution. L'identité juridique d'une personne est assurée par l'autorité qui est responsable de l'émission des documents qui prouvent cette identité, qui sont validés par cette même autorité, qu'il s'agisse d'une carte d'identité ou d'un certificat de naissance ou autre. Le fait de disposer de ces informations n'est pas toujours suffisant pour avoir accès aux avantages et aux services sociaux. Il faut vraiment répondre aux exigences fixées par la loi, la réglementation ou les décrets. Il faut que ce soit repris dans ces différents textes. Le fait d'avoir une identité a toujours été important d'une façon ou d'une autre. L'identité sociale par la généalogie, le fait d'appartenir à une famille, à un clan, une tribu, une terre, tout cela est fondamental, surtout pour les sociétés tribales ou indigènes. On peut dire que les Français étaient les premiers à avoir institutionnalisé cet enregistrement moderne en enregistrant les naissances, les mariages, les décès à partir de la sphère municipale ou de l'Église en 1792, avec pour but d'enregistrer l'ensemble de la population. Si l'on examine les choses maintenant de façon plus étroite et que l'on se concentre sur le passé récent, on constate qu'il y a eu une approche plus ciblée et mondiale par rapport à l'identité, via notamment l'adoption de la Déclaration universelle des droits humains en 1948 et par après des conventions comme les normes minimales de sécurité sociale. En 1952, la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les femmes en 1979, la Convention sur les droits de l'enfant de 1989, pour n'en mentionner que quelques-unes. Lorsque j'ai commencé à travailler sur l'enregistrement à l'état civil et à l'importance de l'identité comme un prérequis pour le développement, à la fin des années 90, il n'y avait qu'une publication à trouver sur le sujet de la part de l'UNICEF. Toutefois, les attaques du 11 septembre ont mis en mouvement tout un besoin d'identité qui reposait sur des arguments sécuritaires. Avec la diffusion de l'internet aussi,
les publications sur, l'identité, électronique et cetera. Tout cela a commencé à voir le jour, ce besoin d'authentification. Les organisations du secteur du développement se sont aussi rendues compte de l'importance de l'enregistrement, à l'état civil et à partir de 2015, avec, les objectifs de développement, durable qui mettent l'accent sur le développement social, mais qui tiennent compte aussi de la gouvernance et de l'identité, ont fait avancer les choses. En effet, sur, le nombre élevé d'indicateurs, il y en a tout de même beaucoup qui sont liés à la cible 16,9, c'est-à-dire identité légale pour tous, y compris, enregistrement de la naissance et du décès. Il est difficile, voire impossible de mettre un chiffre sur le coût représenté par la perte d'opportunités pour les individus ou coût en termes de perte de revenus pour l'État, lié à ce non-enregistrement. L'impact se ressent surtout par, des inégalités plus profondes et aussi une spirale, vicieuse, une spirale négative parce que les sociétés, inégales sont aussi moins efficaces dans la lutte contre la pauvreté, ont une croissance plus lente et finalement, il est plus difficile pour les personnes de sortir du cercle vicieux de la pauvreté et tout cela aussi, va à l'encontre de l'avancement, de l'avancée, heu, sociale. Il y a aussi toute une série de données qui ne sont pas collectées par l'État et encore une fois, cela engendre des pertes en termes d'aménagement notamment. On ne peut pas non plus, donner, les ressources à ceux qui en ont le plus besoin parce que ceux qui n'ont pas, d'identité ne peuvent pas avoir accès à ces services, sociaux. Alors, qui sont ceux finalement qui n'ont pas cette identité? Eh bien, depuis 2015, la Banque mondiale, via Identity for Development, l'identité pour le développement, la Banque mondiale gère donc une base de données dont le but est d'examiner toutes les données dans les pays, dans 198 pays, 198 économies, afin de voir quels sont les pays qui ne bénéficient pas de ces identifiants, juridiques, de cette identité juridique. Et au total, on arrive à 1 milliard d'individus. 1 milliard d'individus sans identité juridique. Et je vous recommande d'ailleurs de vérifier toutes ces informations auprès des entités responsables. La plupart des gouvernements sont bien conscients des besoins et des conditions qui doivent être réunies pour améliorer le développement socio-économique. Il faut mettre en parallèle une gouvernance efficace avec, les efforts déployés pour, répondre aux besoins de la société. Mais pour cela, il faut des ressources, il faut aussi, des outils, il faut des statistiques. Ici, nous nous sommes penchés sur 5 pays. Parce qu'il n'y a bien sûr pas une seule, solution qui s'applique, à tous les pays en matière de modernisation, des systèmes d'enregistrement à l'état civil. Il n'existe pas un seul modèle pour sortir de l'exclusion pour les plus marginalisés, pour assurer l'accès à la protection sociale ainsi qu'à une répartition juste et équitable des, avantages. Il faut toujours trouver un bon équilibre. C'est un exercice, d'équilibriste, et cela relève plus, de l'art que de la science. Il y a des gouvernements qui ont pris des réformes afin de renforcer cet accès et l'inclusion, s'en est suivie de façon variée, diverse, mais il y a toujours 2 ingrédients communs.
D'abord, il faut renforcer les institutions et il faut disposer de statistiques de qualité et au moment pertinent. Par rapport à ce sujet qui, nous intéresse, le renforcement de l'enregistrement à l'état civil est un cercle vertueux parce qu'il entraîne de meilleures statistiques vitales qui, à leur tour, peuvent servir de base à la prise de décision et à la planification dans, différents secteurs, dont le secteur social. Les pays qui ont le pourcentage le plus élevé de résidents sans identité, sans document, sont souvent les plus fragiles. Ils ont généralement les institutions les plus faibles et le moins de ressources pour briser ce cercle de la pauvreté, l'exclusion et tout ce qui s'ensuit lorsque on n'a pas de documents, pas de papier. Le centre d'excellence a décidé d'évaluer des pratiques couronnées de succès et qui ont amélioré l'enregistrement à l'état civil et qui ont eu en même temps un impact positif sur le développement social et sur la réduction de la pauvreté. Alors pourquoi ces 5 pays? Eh bien, parce que ces 5 pays, d'un point de vue culturel et politique, sont très différents les uns des autres, sauf pour l'Argentine et le Chili. 5 éléments de stratégie communs pour ces pays, par contre, 5 éléments qui ont contribué à augmenter, à renforcer l'enregistrement à l'état civil et qui ont aussi permis de faire le lien entre l'enregistrement à l'état civil et les programmes de protection sociale, en incluant davantage d'individus et en sortant plus d'individus de la pauvreté. Et ces éléments sont la volonté politique, le fait d'inclure dans la stratégie les objectifs de développement national, d'assurer une bonne coordination entre les principales parties prenantes et les agences et d'améliorer la qualité et l'accessibilité des services d'enregistrement à l'état civil. Et enfin, de renforcer la stabilité au fil du temps. Malheureusement, l'auteur de l'étude de cas sur le Chili, Ivan Arcosax, n'est pas en mesure de se joindre à nous, mais pourtant, le Chili est un exemple très intéressant. Le Chili, en tout cas le système actuel, est le résultat d'un changement après la dictature militaire en 90. Et c'est aussi le résultat de la reconstruction de la société qui était basée sur de nouvelles relations entre l'État, le secteur privé et la société civile. À cet égard, l'accent a été mis sur le renforcement des capacités des institutions publiques au service de la population. Le registre civil reprend aujourd'hui 32 registres différents, avec notamment le registre sur les naissances, c'est-à-dire que tout enfant né sur le sol chilien va recevoir une identité unique, un numéro d'identité unique. Les procédures permettant l'enregistrement à l'état civil, l'identification aussi, toutes ces procédures sont décidées et vont de pair avec les bons incitants qui permettent à la population de faire partie de l'ensemble. Le Chili a mis en place un système d'identification et a utilisé l'information disponible
lorsqu'ils ont créé un des premiers programmes de solidarité, avec transfert, d'argent, transfert, de liquidités, sous certaines conditions, le fameux Chili Solidario. Et la plupart des autres programmes, d'assistance et d'aide sociale, en Amérique latine se sont inspirés de ce modèle. Une des conditions requises ici était l'enregistrement à l'état civil et l'obtention de ce numéro d'identité unique. Tout cela est devenu un modèle, intégré au fil des ans. Et aujourd'hui, la fourniture de services sociaux repose sur cette identité juridique unique, ce mot de passe unique qui est donc, heu, diffusé, par cette agence, responsable de ce registre à l'état civil. C'est un modèle qui est bien établi maintenant, qui bénéficie, de la confiance, des citoyens dans la société de manière générale et qui bénéficie aussi du soutien du secteur public. Et aujourd'hui, ce numéro est important, ce numéro d'identité est important pour, tous les Chiliens parce qu'il prouve qui ils sont et parfois on signe d'ailleurs les articles dans les journaux avec, son nom et en dessous ce numéro d'identité unique. Desmond Tutu, archevêque, d'Afrique du Sud, a aussi dit combien il était important d'enregistrer au bon moment, les naissances. Il dit, et je le cite: «L'enfant, non enregistré n'est pas une entité. L'enfant non enregistré n'existe pas». Et comment peut-on accepter cette idée, sans essayer de changer les choses? Donc l'accès à tous les services, aux, allocations sociales, la participation à la société civile, eh bien, tout cela, ce sont des choses qui ont été mises en place par, le gouvernement. Nous allons bien sûr écouter les exemples de la Namibie et de la Tunisie aujourd'hui, mais ce qui est aussi important et ce que partagent ces pays, c'est que mettre tout cela en place prend du temps. Le fait d'intégrer l'enregistrement à l'état civil et les programmes de protection sociale afin de réduire la pauvreté, d'améliorer l'accès à tous ces services, cela prend du temps, des décennies. Il ne suffit pas de, donner, de jeter un numéro d'identité ou un document d'identité à quelqu'un. Non, cela prend du temps. Ce recueil rassemble pas mal de données qualitatives, mais il est évident que nous avons besoin aussi de plus de recherches quantitatives pour établir les liens de causalité. Mais il est évident que ces 5 pays ont déjà réalisé des avancées considérables et tout cela mérite notre attention. Merci. Voilà, je vous rends la parole. Je pense que nous avons, perdu Karen, mais elle va revenir. Merci beaucoup. J'ai beaucoup apprécié cette, présentation, surtout le fait, que tu as, souligné que cela ne se réalise pas du jour au lendemain, que cela prend des décennies pour, changer les choses et je crois aussi qu'il y a cet élément politique est important, la coordination aussi, tu en as parlé à plusieurs reprises et puis la qualité, l'accessibilité aux services, outre la stabilité, ce sont vraiment pour moi les ingrédients essentiels. Je vais maintenant demander aux différents pays de nous,
de partager avec nous leur expérience. Et Tulimeke, peut-être pour commencer, qui vient de Namibie, et puis Fourad. Fourad nous fera sa présentation. Alors, Fourad, peux-tu demander la parole pour que je puisse t'ajouter et que tu puisses nous rejoindre à l'écran? Merci beaucoup. Alors, bonjour, bon après-midi, bonsoir. Mon nom est Tulimeke et je vais vous présenter l'étude de cas de la Namibie et la synergie entre l'enregistrement à l'état civil et la protection sociale. Un chapitre que Annette a d'ailleurs ajouté dans le recueil dont Mia vient de faire le résumé. Permettez-moi de voir le transparent suivant. Merci. Alors, tout simplement pour commencer, j'aimerais souligner certains des engagements à très haut niveau que la Namibie détient. Et cela fait partie évidemment de la réduction de la pauvreté. Tout à fait en haut, il y a Vision 2030, qui est vraiment le document qui décrit comment nous allons pouvoir réduire la pauvreté au sein du pays. J'espère que je parle suffisamment lentement, dit l'oratrice. Et il y a aussi le fait que la Namibie a eu des plans de développement nationaux depuis 5 ans. Enfin, que ce soit le 5e plan de développement national, NDP 5, et le programme ou le plan qui existe actuellement, qui indique que la Namibie veut améliorer les conditions de vie pour tout le monde avec une cible bien précise, c'est-à-dire d'assurer que les naissances sont enregistrées, que 95% de ces naissances sont enregistrées. Nous espérons pouvoir faire cela avant 2022. Une des politiques nationales, c'est la politique nationale pour les enfants qui a duré jusqu'à 2016 et qui voulait vraiment améliorer la qualité de la vie des enfants et de les vraiment retirer de la pauvreté. Nous avons aussi, quatrième que j'ai sur cette liste, cette politique de gouvernance. Et l'importance au niveau de cette politique, c'est qu'elle a indiqué que le système d'enregistrement national, qui est le système où il y a évidemment cet enregistrement à l'état civil, c'est vraiment l'aspect clé pour la e-gouvernance dans tous les domaines, c'est-à-dire protection sociale aussi, parmi des tas d'autres choses. Alors cela, c'est tout à fait essentiel. Si la gouvernance, le-gouvernance va réussir de la façon qu'on voulait, alors le NPRS représente vraiment un aspect clé afin de réussir. Et cela est vraiment, ceci c'est quelque chose qui m'est très proche, c'est-à-dire l'enregistrement à l'état civil, le plan de 5 ans qui vient de se terminer cette année. Et c'est la première fois que les différents participants au sein de CRVS ont pu se réunir et se mettre autour de la table afin de voir ce qui était nécessaire au courant des 5 années. Et de cette façon-là, on pouvait assurer l'enregistrement à l'état civil global. Et ce plan stratégique avait organisé un comité directeur et aussi un comité technique. Et ces comités examinent vraiment les détails de ce qu'il fallait obtenir. Et il était tout à fait évident que CRVS serait vraiment très important au niveau de la protection sociale. Il y a aussi un modèle au niveau de la redistribution de la richesse et d'éliminer la pauvreté en 2018. C'est-à-dire qu'il faut que les gens aient des documents nationaux afin d'avoir accès au réseau de protection sociale. Transparent suivant. Karen?
Vous la voyez? Bien. Alors maintenant, nous allons vous présenter les cadres juridiques et institutionnels en Namibie. Le nombre d'instruments juridiques qui établissent la protection sociale et l'acte, en fait, le projet de loi de retraite qui parle des retraites et aussi des subventions pour les personnes qui sont aveugles et les personnes de mobilité réduite. Et puis, il y a aussi un projet de loi de 2015 qui a remplacé projet de loi au niveau des enfants précédents. Et aussi, il y a plusieurs subventions, des subventions surtout pour les enfants et aussi pour les parents qui s'occupent d'enfants. Et en 2000, par exemple, il y avait une subvention pour les orphelins qui a été introduite. Et surtout, c'était après, évidemment, cette pandémie qui était à cause du VIH, les orphelins à cause du VIH. Et afin d'avoir accès à cette subvention, évidemment, il fallait identifier les enfants. Et pour les vétérans de la lutte au niveau de la libération et leurs enfants, il y avait cette loi pour les vétérans. Et alors, ils ont aussi le droit d'avoir des subventions vis-à-vis de leur participation au niveau de l'indépendance afin d'obtenir l'indépendance pour la Namibie. Et il y a aussi d'autres domaines de protection, par exemple le congé maternité, qui proviennent de la sécurité sociale et aussi des fonds d'aide d'aide médicale privée auxquels ils peuvent avoir accès s'ils pouvaient s'identifier. Mais voilà, les protections sociales essentielles, les programmes que nous détenons au sein de la Namibie. Mais je voulais aussi souligner que, par exemple, au mois de mars cette année, il y a eu une certaine réorganisation des structures, c'est-à-dire que le ministère qui était responsable pour le bien-être des enfants a été fusionné avec celui qui s'intéressait au bien-être social. Et de cette façon-là, il y a plus d'organismes sous un toit. Et alors, il y a moins de fragmentation structurelle. Alors, cela, en fait, c'est sous les auspices du vice-président, très haut niveau, et cela démontre que vraiment, nous considérons que la protection sociale est tout à fait essentielle. Transparent suivant, là, j'ai l'intention de vous présenter l'enregistrement à l'état civil, le cadre d'enregistrement. Et aussi, je voulais tout simplement présenter les aspects juridiques et institutionnels. La plupart d'entre nous, nous savons que l'enregistrement à l'état civil, essentiellement, ce sont ceux qui sont responsables pour l'enregistrement à l'état civil, les autorités de santé, la justice, les systèmes judiciaires et aussi l'aspect des chiffres essentiels. Il est tout à fait essentiel d'ailleurs que l'agence responsable pour les statistiques participe aussi à cela. Et j'aimerais souligner au niveau du cadre juridique, je ne vais pas parler de tous les aspects, mais j'aimerais tout simplement mentionner que l'enregistrement à l'état civil et la loi concernant l'identification vont consolider les différentes pièces de législation qui existent encore au niveau de l'enregistrement à l'état civil et la gestion de l'identité. Ce qui est essentiel, c'est de devoir rassembler évidemment tous ces aspects, toutes ces provisions, tous ces articles pour qu'on puisse mieux gérer, améliorer la façon dont on s'occupe de ces services. Et ce que cela va faire, il y aura évidemment des aspects bien plus clairs concernant le partage de données, procédures de vérification au niveau du secteur public et privé. Tout à l'heure, je vais vous donner des détails supplémentaires. Actuellement, ce n'est que le secteur privé qui peut avoir accès aux renseignements qui se trouvent dans ce système, mais cela deviendra bien plus clair et cela deviendra beaucoup plus raffiné une fois que cette législation est approuvée ou mise en vigueur. Alors maintenant, j'aimerais très rapidement parler de la façon, vous expliquer comment ce système a été utilisé au niveau de programmes de protection sociale. Pour la plupart, sinon la plupart des subventions que nous détenons,
il faut démontrer évidemment le fait que vous êtes citoyen namibien ou que vous êtes résident permanent au sein du pays afin d'avoir droit à obtenir une subvention. Et pour tout cela, il faut aussi démontrer la preuve de votre nationalité. Êtes-vous vraiment qui vous dites que vous êtes? Avez-vous vraiment l'âge? Il faut avoir un certificat de naissance. Avez-vous le droit d'obtenir une subvention bien précise? Par exemple, avez-vous 60 ans pour la retraite? Ou est-ce que vous êtes un enfant afin d'obtenir aussi une subvention qui est seulement pertinente pour les enfants? Évidemment, cette vérification du statut décédée ou vivante, ou la personne qui en fait veut obtenir cela. Et il faut aussi vérifier s'il y a un événement, par exemple un décès d'une personne sur qui vous avez dépendu, en fait, s'est déroulé afin de vous donner la possibilité d'obtenir la subvention que vous avez demandée. Et ce qui est aussi important, votre certificat de naissance, certificat de mariage et identification, évidemment, ce sont des choses qui sont très importantes afin de pouvoir avoir accès à ces subventions sociales. Et là, j'aimerais aussi vous démontrer comment ce système d'enregistrement à l'état civil a été utilisé dans les programmes de protection. Emilia a aussi parlé de cela et elle a souligné les cinq aspects qui sont tout à fait semblables entre les pays, c'est-à-dire qu'il y a eu une certaine coordination, c'est-à-dire la coordination s'est améliorée parmi les parties prenantes qui participent à cela. En Namibie, cela a surtout été le cas qu'il y a eu en fait une coordination améliorée entre l'enregistrement à l'état civil et aussi les autorités responsables pour la protection sociale. Et ce qui s'est passé au courant des années, c'est que maintenant, nous avons établi des processus bien plus clairs, surtout au niveau de l'enregistrement des enfants abandonnés. Et d'ailleurs, il y a un nouveau modèle qui est intégré, c'est-à-dire que quand vous avez l'enregistrement à l'état civil, vous avez évidemment les autorités de la santé, vous avez aussi la protection sociale, essentiellement en fait le bien-être des enfants et en même temps cela comprendra la police. La police devra gérer par exemple les serments et ces trois services sont administrés en même temps ou gérés en même temps afin de pouvoir aider le grand public pour que le grand public puisse avoir plus facilement accès à ces services. Et cela démontre le lien entre l'enregistrement à l'état civil et les programmes de protection sociale. Il y a aussi un nouveau système de subvention qu'on est en train de faire évoluer. Il y aura un lien entre l'enregistrement à l'état civil et la protection sociale et nous travaillons là-dessus. C'est quelque chose sur lequel nous travaillons actuellement, mais il y a plusieurs protocoles d'accord qui ont déjà été signés entre les autorités responsables pour l'enregistrement à l'état civil et d'autres autorités, d'autres organismes qui sont responsables pour la protection sociale. Et cela, essentiellement, c'est une question de partage de données. Comment pouvons-nous partager les données de telle façon afin d'assurer que notre système en tant que pays gère et géré correctement, qu'il n'y a pas de système tout simplement indépendant. Et l'objectif, en fin de compte, c'est de faire de notre mieux ensemble et d'aller que tout le monde aille dans la même direction et qu'on puisse vraiment soutenir le pays. Nous sommes très enthousiastes parce que les 2 mois à venir, avec UNICEF, notre partenaire qui est très proche, nous allons pouvoir vraiment aller dans les régions où nous savons qu'il y a très peu d'enregistrements de naissance et nous allons essayer d'établir ou d'organiser une évaluation et de voir précisément quels sont les aspects, qu'est-ce qui existe dans ces régions au niveau de l'enregistrement de la naissance et pourquoi est-ce que l'enregistrement de naissance est assez basse dans certaines régions. Et ces régions, évidemment, sont aussi les régions qui sont les plus pauvres d'après les statistiques. Alors là aussi,
Ce qui est vraiment important, c'est de pouvoir découvrir où se trouvent ces barrières, comment les éliminer et de cette façon-là, assurer que la protection sociale fonctionne mieux en utilisant le système d'enregistrement à l'état civil. Et ça, c'est vraiment le jalon clé. Bon, où se trouve mon transparent suivant? Alors, quelles ont été les réformes clés qu'on a eues afin d'améliorer ce système d'enregistrement à l'état civil pour qu'on puisse obtenir toutes ces choses qu'on peut obtenir aujourd'hui au niveau de l'administration de la protection sociale. Avant l'indépendance, c'est-à-dire avant 99, il y avait des événements essentiels qui ont été enregistrés dans des registres séparés et aussi organisés d'après les groupes raciaux. Et l'enregistrement n'était pas obligatoire. Alors, vous vous rendez compte que quand on examine tous ces registres et qu'on veut faire quelque chose, la plupart des gens, en fait, n'ont pas été enregistrés. Et ça, c'était quelque chose qui était tout à fait évident. Début des années 90, à peu près 75% à 80% de la population n'avait pas eu de naissance enregistrée. Alors, cela voulait dire que les registres qui existaient n'étaient vraiment pas très détaillés parce qu'après tout, le pays ne pouvait pas organiser des plans afin de faire face à certains des problèmes. Et alors, c'est pour cela que, évidemment, on a décidé de faire l'enregistrement mobile. Il y avait des unités à travers le pays qui ont enregistré les personnes n'importe où. Et à peu près, en fait, en 2000, l'organisme responsable pour l'enregistrement à l'état civil, il y avait 23 bureaux qui se trouvaient dans des hôpitaux et ça, c'était en fait afin de réagir vis-à-vis de problèmes qu'on identifiait à l'époque, c'est-à-dire que l'enregistrement à l'état civil, en fait, s'est déplacé plus près d'où les enfants, en fait, étaient nés et il y a eu des bureaux dans des communautés rurales pour que les communautés qui ne pouvaient pas aller en ville pouvaient aussi, évidemment, s'enregistrer et avoir contact avec ces services d'enregistrement. Et aussi, de cette façon-là, il y a eu une meilleure coopération entre les autorités de santé et le ministère de l'Intérieur et on a pu en fait faire évoluer les structures. Alors, en 2010, la digitalisation s'est déroulée et alors nous avons vu le développement d'un système intégré au niveau national et nous avons vraiment pu gérer l'enregistrement à l'état civil au sein d'un système et cela voulait dire que cela était beaucoup plus facile. Le NPRS a été conçu avec un cadre interopérable qui s'appelle en fait la voie X. Cela veut dire qu'on pouvait facilement échanger les données au sein du système et les autres systèmes cela voulait dire que les autres ministères pouvaient aussi se connecter au NPRS et tous les documents historiques étaient scannés. Et ce qui était aussi important, c'est qu'il y a eu des systèmes électroniques qui ont été introduits afin d'assurer que tous les événements, c'est-à-dire les naissances et les décès, étaient notifiés aussitôt qu'ils se déroulaient afin d'assurer que ces événements se sont déroulés. Et nous avons aussi une stratégie, un projet en fait actuel qui a donné lieu en fait, qui a renforcé la capacité institutionnelle du ministère. Alors même au niveau de la finance, l'administration. Si, par exemple, vous organisez un système de soutien, l'administration civile a aussi renforcée. Cela voulait dire que les délais étaient beaucoup moins longs et on a pu assurer que les processus étaient plus clairs. Nous les avons revus et le personnel a été formé au niveau du cadre juridique qui était pertinent au niveau de l'enregistrement civil. Alors, ces initiatives étaient tout à fait essentiel afin d'assurer que ce système a été amélioré et nous n'avons pas en fait terminé. Il y a encore beaucoup de travail afin d'assurer que systématiquement, que nous avons un système qui s'améliore et qui s'adapte d'après les modifications, surtout au niveau de la technologie.
Alors maintenant, transparent suivant. Alors, quels ont été les résultats? Et ça, c'est en fait mon transparent avant-dernier. Alors, essentiellement, les indicateurs enregistrement de naissance d'enfants qui ont moins de 5 ans, cela a augmenté de 63% à 84%. Et nous avons aussi vu que l'enregistrement de décès a aussi augmenté, c'est-à-dire que maintenant, nous sommes à 93,7% en 2016. Et dans ce même sondage, on a aussi vu que 82,9% de la population ont en fait des cartes d'identité ou des documents d'identité. Et si vous comparez cela avec le début de 99, à l'époque, seulement 75 ou 80% n'étaient pas enregistrés. Alors, vous pouvez voir que cette amélioration a été vraiment extraordinaire. Et j'aimerais aussi souligner quelque chose d'autre et j'aimerais vous démontrer du fait que nous avons un système qui est excellent, aide au niveau de l'infraction, de la protection sociale, même en cas d'urgence. Par exemple, nous avons été dans un état d'urgence depuis du fait que la COVID nous a vraiment touchés au début de l'année. Et au courant de cette période, il y a eu une subvention d'urgence, une subvention de revenus. Et cela a démontré qu'avoir un système intégré est un élément tout à fait essentiel au niveau de ces services. Parce qu'au courant de cette période, tout le monde qui a demandé cette subvention pouvait être vérifié vis-à-vis du registre au niveau de la population. Et c'est vrai que l'interopérabilité aurait été possible entre nous et le ministère des Finances, mais c'est le ministère des Finances qui a géré cette subvention et cela n'a pas été utilisé cette fois-ci parce qu'il y avait une entité privée qui a eu la responsabilité et c'est le ministère des Finances qui a dû gérer cette subvention pour des raisons de limites juridiques, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment le droit de partager les renseignements avec le secteur privé. Alors, il y a eu des vérifications qui ont été organisées par le ministère des Affaires intérieures. Et ce que nous avons aussi témoigné, c'est que les personnes en fait, étaient vraiment très sensibles et ont compris qu'un document national était important afin d'avoir accès à ces subventions. Et ceux qui n'avaient pas, par exemple, de carte d'identité, en fait, très vite, voulaient les obtenir parce qu'ils avaient besoin d'avoir accès à ces revenus d'urgence. Alors, le lien était vraiment très bien établi entre l'enregistrement à l'état civil et la protection sociale. Et puis là, je vous donne les résultats que nous avons témoignés jusqu'à présent, surtout au niveau de la réduction de la pauvreté, la façon dont la pauvreté a réduit avec l'utilisation de ce système que nous détenons. Et il y a beaucoup de personnes maintenant qui peuvent avoir accès à des transferts en espèces parce qu'ils ont des documents nationaux et cela mène directement à la réduction de la pauvreté. Et nous avons vu en fait des renseignements de 2019 du FMI que depuis l'indépendance, la pauvreté a réduit de 60% à moins de 20%. Alors vous vous rendez compte que devoir obtenir cela n'était pas une tâche qui était facile. Et puis aussi entre 2006 et 2014, les subventions pour les enfants ont aussi augmenté de 40%. Et à nouveau, cela provient de la même étude du FMI. Les retraites ont réduit la pauvreté de 19% à peu près et l'inégalité par 2%. Alors, on peut voir que vis-à-vis des chiffres, qu'il y a des études qui se déroulent et nous voyons que certainement il y a une réduction au niveau de la pauvreté lorsque nous augmentons l'accès à l'enregistrement à l'état civil pour nos habitants. Voilà, j'ai terminé là. Je vais vérifier. Et voilà. Merci beaucoup.
Ça, c'est ce que nous pouvons partager avec vous de la Namibie en vous expliquant précisément ce que nous avons fait afin d'améliorer nos systèmes et afin d'assurer que les systèmes de protection sociale peuvent évidemment utiliser le système d'enregistrement tel quel. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Tuli. Ça, c'était vraiment très intéressant. Et j'ai vraiment aimé vous écouter et entendre les résultats et de voir ce que vous avez pu obtenir. Et de cette façon-là, nous pouvons aussi comprendre en fait les barrières. J'ai vu qu'il y a eu des tas de questions pour la Namibie, mais j'aimerais vous encourager de continuer à partager les questions par l'intermédiaire du chat. Et pour les participants qui nous ont rejoints un peu plus tard, ce webinaire est en anglais, espagnol et français. Alors, si vous voulez écoutez votre langue préférée, vous pouvez aller à gauche, vous voyez en fait une fenêtre blanche qui est marquée Flow et vous choisissez vos langues là en bas. Alors maintenant, j'aimerais souhaiter la bienvenue à Fourad Ridi de la Tunisie qui va parler de l'expérience dans son pays. Il a à peu près un quart d'heure et Fourad va s'exprimer en français. Alors pour les anglophones, vous pouvez pousser le bouton qui se trouve à gauche en bas afin de choisir l'anglais. Et j'aimerais aussi vous encourager your questions, your thoughts through the chat. Par l'intermédiaire du chat. Et alors maintenant, j'aimerais vous présenter Fourad. Fourad, j'espère que vous m'entendez. À vous la parole. Si vous voulez bien, parce que je vais supposer que vous avez jeté un coup d'œil. Vous avez jeté un coup d'œil sur l'étude de cas sur la Tunisie. Et je vais vous proposer une sorte d'analyse sur comment la Tunisie est arrivée à installer un système d'enregistrement des faits d'état civil sur lequel va se construire un système de protection sociale assez efficace, assez évident. Alors, pour commencer, et pour avoir une meilleure idée sur l'évolution donc de la mise en place de ce système, je vais vous proposer un très bref rappel de la situation dès le début, au milieu des années 50. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Oui, bon, elle manque un peu. Bon, alors là, c'est le titre de la diapositive, c'est avant l'indépendance, et donc c'est jusqu'à à peu près 1955. L'enregistrement des naissances se faisait de manière facultative. Elle était non obligatoire, l'enregistrement était non obligatoire pour les nationaux. L'administration coloniale a imposé l'enregistrement des naissances uniquement pour les Européens qui vivaient en Tunisie. Les nationaux restaient donc optionnels. Il faut dire quand même que la plupart des nationaux, des naissances chez les Tunisiens étaient enregistrés, mais souvent avec 2 à 4 ans de retard. Et il y a une raison pour cela, c'est que à l'époque, les familles considéraient que tant que l'enfant n'est pas passé par les terribles maladies contagieuses, rougeole, oreillons et autres maladies infantiles, la famille ne considérait pas que l'enfant était là. Dire, il fallait qu'il fasse, comme il disait, qu'il fasse sa tuberculose, qu'il fasse sa rougeole, enfin sa rougeole, les oreillons, pour qu'enfin il considérait que l'enfant avait survécu et donc il pouvait l'enregistrer. Voilà, et donc d'ailleurs, souvent, on a eu ça jusqu'au début des années 60. La plupart des enfants qui s'inscrivaient à l'école avaient en fait entre 2 et 4 ans, étaient entre 2 et 4 ans plus âgés que leur date de naissance réelle.
parce que, bien sûr, lorsqu'ils étaient enregistrés, ils prenaient la date du jour de l'enregistrement. Donc, les décès, il y avait un enregistrement, des enterrements, des mises sous terre sans enregistrement. Et les mariages et divorces, à l'époque, étaient tout à fait coutumiers, traditionnels, où il était sujet à de simples déclarations devant un notaire. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Merci. Donc, entre 1957 à peu près et 1977, il y a eu 2 décennies au cours desquelles nous allons constater un changement radical. L'enregistrement des naissances est obligatoire à une écrasante majorité. On trouve, et d'ailleurs c'est ce qui se passe jusqu'à présent, la plupart des enfants non enregistrés sont ceux qui sont nés de Tunisiens nés à l'étranger, les enfants nés à l'étranger, et la plupart du temps avec le conjoint qui est étranger. Donc il y a une certaine de paresse pour aller vers un consulat et enregistrer un enfant dont au moins la mère est étrangère. Mais sinon, y compris à l'étranger, il y a, je crois qu'on est proche de 100% des naissances qui sont enregistrées. L'enregistrement des mariages, il est systématique, puisqu'il ne peut se faire que uniquement sous l'égide des municipalités. Tout ce qui est mariage traditionnels ont complètement disparu. La même chose pour les divorces, puisqu'il est systématique, puisqu'il ne peut être prononcé que par un tribunal. Et la conséquence de tout ça, c'est que nous avons une carte d'identité, donc l'établissement d'une identité juridique qui est non seulement obligatoire, mais qui en 20 ans est devenue absolument incontournable, parce que il est impossible de faire quoi que ce soit sans avoir sa carte d'identité nationale. Tout en sachant que, bien sûr, elle est obligatoire pour tous dès l'âge de 18 ans. Next slide, please. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Bon, je pense qu'il est intéressant, à côté de l'étude de cas en elle-même, d'analyser qu'est-ce qui a contribué à la réussite, à cette réussite dans la mise en place du système d'enregistrement sur lequel donc va se construire le système de protection sociale. Et de voir en quelque sorte quelles sont les leçons qui pourraient être retenues. Alors, la leçon numéro 1, elle est la plus évidente. Mia en a parlé, ma collègue Muline en a également parlé. Sans forte volonté politique, rien n'aurait été possible. Peut-être sous l'influence de l'administration française, les pouvoirs publics ont été très très tôt conscients de l'importance du système d'enregistrement des faits d'état civil et de recueil statistique. Et donc c'est un Wolfarine politique qui s'est manifesté très tôt, dès les premiers mois de l'indépendance. Il y a eu des lois qui sont venues mettre en place les fondements de l'enregistrement des faits d'état civil, bien sûr avec l'interdiction du mariage coutumier et la judiciarisation du divorce. Il s'en est suivi automatiquement, ça s'est manifesté, ça s'est concrétisé par un ensemble de lois qui ont souvent un aspect coercitif, puisqu'il s'agit surtout d'imposer de nouvelles choses pour les citoyens qui n'étaient pas
Donc, il a fallu qu'il s'habitue ou qu'il s'adapte à cette nouvelle situation. Mais en même temps, il y a eu une centralisation administrative réelle et une vraie coordination entre les différentes institutions concernées, ministère de la Justice avec les tribunaux, les municipalités avec les différents bureaux municipaux, tout ce qui est organes de la police, etc. Et en même temps, parce que l'un ne va pas sans l'autre, des investissements pour mettre en place tout ce qui est investissement pour les infrastructures. Il a fallu mettre des municipalités, des postes de police, des tribunaux partout au niveau du pays, les équiper avec des moyens matériels et avec du personnel. Diapo suivante, s'il vous plaît. Diapo suivante, s'il vous plaît. Bon, en attendant la diapo à venir, la leçon que j'aimerais partager avec vous, c'est de considérer que, en fait, la mise en place d'un système d'enregistrement des faits d'état civil fait partie intégrante d'un processus de développement. Il doit être compris et conçu dans le cadre de l'ensemble du processus de développement l'on veut développer dans un pays donné. Parce que nous savons tous que sans adhésion des personnels, des populations plutôt concernées, on obtient souvent des résultats mitigés. Il y a donc ce que je pourrais appeler une sorte de contrat non déclaré entre l'État et les communautés. Non. Diapo précédente, s'il vous plaît. Entre l'État et les communautés, où en échange d'une implication, voilà, merci, en échange d'une implication dans ce processus administratif, après tout, ce n'est qu'un processus administratif, le fait d'aller d'enregistrer les naissances, d'enregistrer les décès, etc. Donc, pour que les populations soient impliquées, s'impliquent elles-mêmes dans ce processus administratif, il y a une sorte d'échange, en tout cas en échange, au moins la promesse de l'amélioration des conditions de vie. Et de cette sorte que le fait de s'engager dans ce dispositif d'enregistrement des faits d'état civil va correspondre à un bénéfice social pour les communautés. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, en même temps que l'État répond, donc, dont on parle du cas tunisien, il y a eu, dès les premiers mois, les premières années de l'indépendance, une demande massive en termes d'éducation à laquelle l'État a répondu. A construit des écoles, a formé des enseignants, a équipé les écoles, a fait des routes pour arriver à ces écoles. Mais en même temps, l'État, en même temps qu'il a répondu à cette demande en scolarisation, il a sollicité l'implication des communautés dans ce système
à travers l'obligation de présenter un certificat de naissance pour l'inscription scolaire. Ce qui fait que, vu que les familles souhaitent et souhaitaient, dès la naissance de l'enfant, l'inscrire dans un établissement scolaire, ils se sont empressés, dès la naissance, d'aller enregistrer cette nouvelle naissance. Et généralement, ça se faisait dans les délais. En tout cas, hors de question de rester plus de quelques semaines avant d'enregistrer la naissance, d'autant plus que ça pouvait faire l'objet de poursuites pénales au cas où il y a un retard, un grand retard dans l'enregistrement des naissances, et que, passé un certain délai, la municipalité ne pouvait plus enregistrer la naissance et qu'il fallait passer par le tribunal, et c'était le tribunal qui demande à la municipalité ou autorise la municipalité de prendre en compte cette nouvelle naissance. Donc c'est un système qui devient lourd, et les familles donc ont à chaque fois préféré respecter les délais demandés. C'est à peu près nous avons à peu près la même situation. Diapo suivante, s'il vous plaît. La même situation en termes de santé, où très tôt, l'État tunisien a mis en place une véritable politique et stratégie de lutte. Diapo suivante, s'il vous plaît. De lutte contre la mortalité maternelle et infantile. L'État a remis à chaque femme enceinte un carnet. Est-ce que vous pourriez mettre la diapo suivante, s'il vous plaît? Voilà, merci. Un carnet de santé mère-enfant qui a été remis donc dès les consultations prénatales, et qui ouvre la voie vers la prise en charge non seulement de l'accouchement à venir, mais également la vaccination du nourrisson à venir contre les maladies infantiles, avec un calendrier très précis selon l'âge, etc. Et il y a tout un investissement non seulement dans les centres, par la création de centres de santé maternelle et infantile, mais également des caravanes sanitaires qui se déplacent avec des médecins dans les zones reculées pour justement assurer les consultations prénatales et assurer les vaccinations contre ces maladies-là. Donc, du coup, dès la naissance de l'enfant, les familles sont plutôt rassurées sur les chances de survie. Ils ne vont pas attendre jusqu'à ce qu'il ait la rougeole, puisque la rougeole, de fait, est un peu, disons, contournée grâce à la vaccination. Et là aussi, nous avons une motivation supplémentaire pour que les familles aillent enregistrer les naissances, les nouvelles naissances, dans les délais. Donc, diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, la leçon suivante que j'aimerais vous suggérer, c'est que la politique de développement et le système d'enregistrement vont se renforcer mutuellement. C'est-à-dire que les pressions suite à la forte demande pour les services de santé et d'éducation vont permettre, il va créer un afflux des familles pour enregistrer les nouvelles naissances. Donc cela va demander encore plus de centres municipaux, d'annexes et de moyens matériels et humains pour pouvoir prendre en charge cette pression, cette demande en matière d'enregistrement des faits d'état civil. Et
Donc, sachant que l'enregistrement des faits d'état civil est lié à la possession de la carte d'identité nationale, c'est-à-dire donc à l'établissement d'une identité juridique, là aussi nous assistons à la mise en place de moyens pour répondre à l'augmentation de la demande d'enregistrement. Et au fur et à mesure de l'acceptation sociale dont nous allons parler, de la carte d'identité nationale, il y a une pression de plus en plus forte pour l'établissement d'identité juridique. Diapositive, s'il vous plaît. Donc, justement, la leçon, une autre leçon consiste s'appelle l'acceptation sociale, puisque en moins de 20 ans, il y a une banalisation que nous constatons, que nous avons constaté dès 1975, la fin des années 70, banalisation des comportements liés à l'enregistrement des faits d'état civil. C'est tout à fait courant et commun et, que les gens, que les familles aillent donc enregistrer les nouvelles naissances, y compris les aspects contraignants de l'obligation de posséder une carte d'identité nationale. Une dernière leçon que je vous propose, c'est que la numérisation, la modernisation du système a permis une efficacité renforcée des systèmes de protection sociale. En ce moment, le pays est en train de développer une politique de numérisation de tout ce système-là, à la fois d'enregistrement et d'établissement d'identité juridique. Il y a, comme en Namibie, un numéro d'identification nationale unique qui est établi dès la naissance, à charge que, mais là, ce qui est différent d'autres pays, c'est que chaque institution établit son propre numéro national sectoriel et il y a une table de correspondance entre les différents intervenants lorsqu'ils veulent vérifier ou recouper les informations concernant une famille ou bien une personne. Et en même temps, il y a une action très intéressante de la part de la société civile qu'il faut relever pour limiter à la fois le caractère intrusif de la numérisation, que ce soit en termes de la carte d'identité nationale digitale qui est en cours de réalisation, ou bien pour créer des garde-fous concernant la gestion de cet identifiant, de ce numéro d'identification unique. Voilà, je vous remercie de votre attention et je serai ravi de répondre aux demandes supplémentaires d'informations si vous en avez. Farhat, I think that was a really interesting Merci Farhat. modernization. Merci beaucoup, Fourat. C'est une très, très intéressante présentation. Alors, nous allons maintenant passer aux questions. Je voudrais avoir une question par intervenant au moins. You, Annette, then I'll move to you, Mia, then Tuli, and Farhat, in that order. Annette, I'll pick the question from Ed Dufus, and his question is, for the governments that have invested.
Alors, en fait, ceux qui ont décidé d'enregistrer les naissances et les décès, qu'est-ce qui vous a fait décider de ne pas seulement dépendre, en fait, sur l'identité numérique, c'est-à-dire à l'âge de 16 ans? Alors, quel était en fait l'aspect qui vous a fait décider d'assurer la protection sociale? Annette, vous avez 1 minute ou moins d'1 minute afin de répondre. Et alors après, je vais passer à Béa. Merci beaucoup, Karen, et merci beaucoup. C'est une très bonne question. Je pense, enfin, je considère que nous avons besoin de ces preuves. Vous m'entendez? Oui, je parle. Vous m'entendez? Oui, je vous entends, Annette. Bon, alors lorsque nous attendons que Annette... Bon, je vais la laisser rentrer. Alors, il est très important, afin d'établir une identité de confiance, il faut vraiment démontrer la naissance. Et si vous regardez cela du point de vue de la protection sociale, il est évident que la protection sociale n'est pas tout simplement pour les personnes au-delà de 60 ans. 60 ans, vous avez besoin de quelque chose de la naissance pour que les enfants puissent avoir accès à ces allocations, parce que sinon, il serait très difficile de distribuer les subventions pour les enfants. Et évidemment, si nous recherchons en fait les enfants qui sont perdus, en fait, ils ont aussi besoin d'avoir accès à des allocations, ou si par exemple, il y a des enfants qui ont été abandonnés par leurs parents, alors ils ont besoin, par exemple, d'allocations, c'est-à-dire les orphelins, nous parlons d'orphelins en Namibie. Désolée qu'il y a eu un problème technique, d'illustratrice. Alors, Mia, attendez une seconde, je vais essayer de vous trouver une question. Alors, essentiellement, ceci était pour le Chili. Alors, les pays, en fait, qui ont des systèmes qui sont excellents, là, il y a de la confiance au niveau des institutions nationales. Mais il y a beaucoup de pays qui sortent de conflits civils et certainement, les gens n'ont pas confiance et il n'y a pas de confiance parmi les groupes politiques. Comment établir ces systèmes et assurer la protection sociale dès le début, assurer la confiance et aussi, moi j'ai choisi cette section, cette question, une question qui provenait de Rina. Comment assurer la confiance au sein des communautés? Comment est-ce que vous avez organisé le partenariat avec la communauté? Et alors, après, je vais venir à tous les... Oui, je veux bien répondre à cette question. La confiance au niveau des systèmes n'est pas quelque chose qui se déroule d'un jour à l'autre. Cela prend du temps. Le dialogue se déroule à plusieurs niveaux. Mais en même temps, c'est une question de dialogue. Et aussi, le gouvernement ou l'État même doivent pouvoir démontrer qu'il y a des avantages qui sont associés au niveau de l'enregistrement. Et aussi, ils doivent aussi pouvoir distribuer d'une façon équitable les ressources qui sont disponibles au niveau du développement social et économique au sein des pays. J'avais dit au courant de ma présentation que cela prend du temps. Ça prend du temps afin d'établir ces systèmes. Et vous, Karen, vous avez dit que cela peut prendre des décennies. Et moi, je dirais d'ailleurs plusieurs décennies. Et ça, c'est aussi ce qui s'est passé au Chili. Et il y a un dialogue continu. Et cela s'est aussi déroulé dans d'autres pays. Par exemple, le système au Pérou. Et là, il y a eu des enquêtes annuelles
ou des sondages annuels organisés par la société civile qui ont indiqué que les gens au Pérou, en fait, avaient confiance au niveau du système d'enregistrement et ils avaient plus confiance dans ce système que dans l'Église catholique. Mais ce n'est pas intermédiaire du dialogue, la patience, le temps, et afin de démontrer aux citoyens, aux résidents, aux groupes marginalisés qu'il y a de la place pour eux au sein de la société. Aussi, merci. Merci Mia. Alors maintenant, j'aimerais... il y a une question en fait semblable que nous avons reçue de Khadija. J'espère que j'ai bien prononcé son nom et je vais fusionner cette question avec une autre qui vient d'arriver. Alors, qu'est-ce qui a été en fait, comment cela se fait que vous avez réussi au niveau de l'enregistrement des décès à 93,3%? Comment cela se fait que vous avez si bien réussi en Namibie? Mais aussi, pouvez-vous parler des indicateurs au niveau de mariage et divorce? Je pense que la question, enfin, quels sont les chiffres aussi de la Namibie? Et la dernière question que nous avons reçue, l'institution du mariage, eh bien, comment est-ce que vous intégrez cela au niveau des systèmes? Alors, à vous, Touli. Et tout de suite après, nous allons vous contacter aussi, Fourat. Bon, merci. J'espère que vous m'entendez. Ah oui, je vois que mon micro marche. Alors, l'aspect qui a augmenté l'enregistrement des décès, au niveau de l'enregistrement d'un décès, normalement, il y a en fait des avantages, entre guillemets, des avantages qui suivent. Par exemple, vous n'allez pas pouvoir obtenir une subvention pour l'enterrement sans certificat. Vous n'allez pas pouvoir clôturer tous les comptes bancaires que la personne a peut-être détenus. Alors, essentiellement, les encouragements, il y a certains encouragements, mais aussi, évidemment, d'après la législation, vous n'avez pas le droit d'enterrer, en fait, un corps sans avoir une commande d'enterrement et vous ne pouvez pas avoir cette commande sans un décès enregistré. Et un autre aspect a aussi été que la plupart des personnes, en fait, sont décédées à l'hôpital et ce sont maintenant les hôpitaux qui organisent des avertissements de décès électroniques et ceux qui ne sont pas morts à l'hôpital, eh bien, c'est la police qui fait le nécessaire. C'est-à-dire, si jamais, en fait, le décès n'était pas naturel, eh bien là, évidemment, il y aura une enquête après que le corps, en fait, a passé par l'intermédiaire de l'État. Alors, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a été tout à fait essentiel afin d'assurer que l'enregistrement des décès sont assez élevés. Et puis, il y a aussi, évidemment, la question au niveau des mariages. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas parlé de mariage? J'ai l'impression que c'était tout simplement la conception de mon discours, mais il est obligatoire d'assurer que ces événements-là soient enregistrés. Alors, les mariages sont aussi enregistrés en Namibie et normalement, il y a des représentants d'un magistrat, par exemple, ou un religieux. Et après cette cérémonie de mariage, alors l'enregistrement doit se dérouler au ministère pour les affaires intérieures. Et c'est un des aspects sur lequel nous travaillons aussi, c'est-à-dire que les mariages représentent une partie intégrale du système d'enregistrement de la population nationale, parce qu'après tout, tous les événements sont connectés avec ce profil en utilisant en fait un numéro pour les identifier. Et aussi, ah là, je ne vous entendais pas, mais en fait, il y a encore du travail que la Namibie doit faire. Malheureusement, on ne l'entend plus. Il faut assurer qu'on transfère du système manuel au système électronique aussitôt que le mariage se déroule. Alors, cela représente un aspect important du système et évidemment, la protection, les avantages au niveau de la protection sociale
grâce au mariage, ces aspects sont aussi en fait avantageux. Il y a aussi des avantages, par exemple, pour le système de façon globale. Par exemple, si le mari est décédé, alors l'épouse doit démontrer qu'il y a eu un mariage et voici le certificat de mariage. Alors, un jour, on pourra expliquer comment tout ce système fonctionne, mais évidemment, le mariage représente une partie tout à fait essentielle et le divorce aussi. Est-ce que là, j'ai tout couvert, Karen? Oui, Tuli, merci beaucoup. Encore une dernière question pour vous, Fourat, si vous pouvez répondre dans la minute à suivre. J'aimerais tout simplement savoir quelle est l'expérience tunisienne vis-à-vis de la confiance, c'est-à-dire quels sont les ingrédients afin d'établir la confiance. Et pouvez-vous aussi fusionner votre réponse avec la question de Hadjia vis-à-vis non pas Khadija, mais certains des défis auxquels vous avez fait face vis-à-vis, en fait, des défis au niveau du pays. Alors, Fourat, si vous êtes toujours parmi nous, voulez-vous bien répondre? Farah, just checking you're with us. Êtes-vous toujours là, Fourat? Fourat, allez-y. So, sincere apologies. We seem to be having Désolé, nous avons un problème technique au niveau du micro de Fourat, mais évidemment, nous allons répondre à toutes ces questions dans le webinaire qui suivra. Do you want to respond? Voulez-vous bien répondre? Yes. Oui. Allez-y, on vous entend. Unfortunately, we've just lost Farhat, so I think we should. Malheureusement, nous venons de le perdre. Alors peut-être qu'il faudrait continuer. Alors, comme je disais, Colline, en fait, nous allons répondre à toutes les questions auxquelles on n'a pas répondu pendant ce webinaire et on vous enverra l'enregistrement et les présentations. Alors, désolé qu'on a dépassé de 4 minutes. Alors, je vais repasser en fait. Okay, thank you very much, Karen. It's Annette here. Merci beaucoup, Karen. C'est Annette qui vous parle. Merci encore à tous d'avoir été à nos côtés aujourd'hui. Ce fut un webinaire très, très intéressant. J'espère que vous avez apprécié les différentes présentations et nous répondrons bien sûr à toutes les questions posées dans la messagerie. Comme je l'ai dit au début, nous avons présenté les cas de la Namibie et de la Tunisie, mais il y a des éléments communs entre ce système d'enregistrement à l'état civil et les systèmes de protection sociale. Et les deux dépendent les uns des autres et s'enrichissent mutuellement. Je vais simplement faire écho à ce qui a déjà été dit par Mia. Il n'y a pas de solution unique, pas de solution facile non plus. Ces systèmes prennent des années à être mis en place, mais il est possible de partir de zéro. Chaque pays suit son propre rythme. Encore une fois, il n'y a pas une taille unique, une solution qui correspond à tout le monde. Et pour finir, il est évident que c'est là un premier document, une première tentative.
il est évident que tout cela mérite encore d'être approfondi. Donc, j'espère vraiment que vous pourrez nous rejoindre pour le prochain webinaire le 22 septembre, mardi, où nous allons nous pencher sur l'Argentine et la Corée du Sud. Et en particulier, nous allons examiner la façon dont ces pays ont répondu à la pandémie et la façon dont les informations ont été utilisées à ce niveau-là. Alors, par rapport aux ressources publiques, eh bien, je vous encourage je vous invite à aller voir notre site web, aller voir toutes les sources disponibles que nous avons publiées. Alors, vous êtes pour beaucoup aussi des praticiens, des experts. Nous venons de lancer un répertoire d'experts ce mois-ci. Donc, je vous encourage également à consulter ce répertoire. Alors, ce sont des secteurs différents qui répondent à des exigences différentes aussi, mais nous sommes en train de vous donner le lien, l'adresse pour accéder à ces documents dans la liste des documents que vous pouvez télécharger. Donc, merci. Je voudrais remercier le Centre d'excellence qui a mis au point ce recueil. Et puis, bien sûr, j'aimerais remercier Tulimeke, Foura, Mia, tous ceux qui ont participé, Karen pour la modération, etc. Merci à toute l'équipe technique aussi. Et bien sûr, merci à vous tous d'avoir été à nos côtés aujourd'hui. Un tout grand merci et à très bientôt.